Nous allons parler dans cette émission de l'Afrique du Sud. On ira aussi au Zimbabwe. On va évoquer donc l'Afrique de l'Ouest et puis le Togo autour du plateau. Pour commencer, Ambroise Mondjo. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir Dimas, bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New TV. Dimas Dikodo, bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent. L'Afrique du Sud, pour commencer, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dépêché des émissaires de haut rang auprès de plusieurs homologues du continent pour les assurer que leurs citoyens étaient les bienvenus dans son pays malgré la vague de violence xénophobe du début du mois. Cette mission, amenée par l'ex-ministre Jeff Radeba, a quitté l'Afrique du Sud samedi et doit faire étape au Nigeria, au Niger, au Ghana, au Sénégal, en Tanzanie, en RDC, en Zambie. C'est ce qu'a annoncé dimanche la présidence sud-africaine. Dimas Dikodo, cette initiative est-elle d'abord de nature à rassurer les autres pays après cette vague de violence xénophobe qu'on a vue en Afrique du Sud? C'était indispensable. Je pense que sonné de toutes parts, Ramaphosa était obligé d'initier cela pour pouvoir amener un peu d'accalmie entre les Sud-Africains et les autres pays du continent africain. Je pense que ce qui s'est passé en Afrique du Sud est vraiment malheureux et inadmissible. Vous vous rendez compte que, d'ailleurs, le samedi dernier, lors de l'enterrement de Robert Mugabe, Ramaphosa a été copieusement sifflé, conspué, parce que c'est inadmissible ce qui s'est passé là-bas. Et vous savez, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce que ces comportements ont trouvé des terreaux fertiles dans le discours xénophobe que Ramaphosa a tenu tout au long de sa campagne présidentielle afin d'attirer la compassion des autres, dans un sens du nationalisme inadmissible. Alors les gens ont surfé sur ça et vous avez vu que même les policiers, les agents de force de l'ordre qui devaient protéger les étrangers ont laissé faire dans un certain nombre de cas et on a détruit des commerces tenus pendant des années par les autres Africains. Mais c'est vraiment inadmissible. Et donc, c'est indispensable qu'ils fassent cette tournée pour essayer de colmater les brèches, mais on attend de voir si réellement cette pilule peut passer facilement. Est-ce que cette tournée, en tout cas cette sorte de mea culpa, va rassurer tout le monde? Pas si sûr, parce que ça me renvoie à des années 80 là, non? Non, à des années 80, je dirais 80, fin des années 80, où on était dans les 3S, l'association scolaire, les animations scolaires. Moi, je n'ai pas fait l'animation, mais je me rappelle avoir souvent été avec les batteurs, parce que quand les gens venaient pour prendre ceux qui vont animer, je fais tout pour être de courte taille, parce qu'on prend les gens qui sont été lancés. Mais tu as battu, tu as joué non, je n'ai même pas joué. On est souvent chez eux. On a joué les gongons, tout ça là, pour éviter de danser. Parce qu'il y avait la réto qui occupait les grands et les 3 pour les élèves. Et on avait... il y a des chansons qui me... Quand ça a commencé, je me suis rappelé des chansons de Mandela. Ce que l'Africain de pratiquement tous les pays a fait pour faire libérer Mandela. Les chansons sont là. Donc, pour faire libérer l'Afrique du Sud. Oui, bon, pour faire libérer l'Afrique du Sud du joke, de l'apartheid et de Nelson Mandela, puisque c'est le nom de Mandela que tous nous voyons le culte. Et quand ça s'est passé, j'ai dit, mais tiens, ces gens-là, c'est des animaux. J'ai été choqué. C'est-à-dire, puisque j'ai été j'ai été témoin de comment les Togolais, les Béninois, les Sénégalais, les Zimbabwéens, tout ce monde-là, ont lutté pour libérer l'Afrique du joug de l'apartheid. Et voilà le comportement qu'ils ont servi la dernière fois. C'est inadmissible. Je ne crois pas pour le moment, ce président. Je ne le crois pas. Parce que quand on surfe sur des idéologies xénophobes pour pouvoir engranger des points au cours des élections, ça ne règle pas le problème de l'unité africaine. Parce que quand on parle de l'Afrique du Sud, c'est le symbole de l'unité africaine, en fait. Avec même le drapeau arc-en-ciel, quand on parle. Où est-ce qu'ils en sont avec ça?
que ces émissaires-là fassent du concret sur le terrain au lieu de sillonner la capitale pour faire croire. Et je comprends qu'il y a des nationalités qui aussi abusent de leur... pas tous, dans un pays. On prend un pays, on sait qu'il y a des gens qui sont des cybercriminels de haut niveau. On sait qu'ils sont dans les trafics d'organes humains. On sait qu'ils sont dans de milieux de trafic qui cherchent même à avoir des nationalités d'un pays qui est pacifique comme le Togo. On peut accuser, pas tout le monde. Mais on les cible. Mais on les cible. On cible les acteurs, là. Oui, Voilà. on les cible. Il faut les cibler, comme le ministère de la Sécurité a pris la dernière fois certains cybercriminels et autres, sont nombreux. Il y en a plein. Il y a des Ivoiriens, il y a des Nigérians, pas de Nigériens. Je n'en discrimine pas. Mais au demeurant, je ne crois pas fondamentalement que le président de la République, surtout celui qui a été démis de cette fonction-là, comme Zuma, c'est des gens qui ont surfé sur ce fibre xénophobe. Et voilà les conséquences. Et je dis aujourd'hui que Mandela risque de se réveiller de sa tombe, et même Kadhafi et autres, parce que c'est le chantre de l'unité africaine. Comment en est-on arrivé là, avec cette violence-là, avec du saccage de magasins? On a détruit l'entreprise des gens, alors que c'est des gens qui ont créé des entreprises pour vous embaucher. Justement, Dimas, c'est vrai qu'on peut envoyer des émissaires auprès des chefs d'État, des capitales pour les rassurer, mais ces violences, ce sont des Sud-Africains qui les ont perpétrées, et ce n'est pas la première fois. On sent comme s'ils ont ça dans leur sang. Et ce n'est pas les émissaires qui vont régler ça sur le terrain. Non, personne n'est né avec la violence ou bien n'est né avec la morale. Ils n'ont pas ça dans le sang. Je pense en 2015, ça avait fait 65 morts. Oui, c'est des discours qui les chauffent à blanc. Et quand on tient il y a une prédisposition à ça. Tout le monde, naturellement, a cette prédisposition. Il n'y a pas une nation qui est là où il y a des hommes qui n'ont pas de prédisposition de violence. Tout le monde a cette prédisposition dans son corps, dans son esprit, dans son être. Sauf que c'est le discours que on nous sert devant, c'est ça qui nous conditionne et c'est ça qui conditionne nos comportements. Alors, moi ici, par exemple, je devais être un grand criminel si je n'ai pas un discours d'évangile devant moi. Vous voyez, non? C'est comme ça la vie. Et c'est comme ça, c'est valable pour tout et chacun de nous. Très tôt, quand on est né, on nous dit ne vole pas, ne fais pas ceci, ne fais pas de violence. Si quelqu'un t'agresse, essaie d'esquiver cela, essaie d'être tolérant, accepte les autres, ne sois pas énorme. Donc, c'est ce discours qui nous a conditionnés, nous tous. Et qui fait que... Mais à chaque fois que les politiques se mettent devant, alors vous savez, les politiques, c'est comme des prédicateurs. Hein. Ce n'est pas uniquement les pasteurs qui prêchent de fausses choses. Hein. Ou bien, parce que des fois, on leur reproche ça, que c'est eux qui conditionnent les gens et les gens deviennent de n'importe quoi. Non, même les politiciens le font. Et pire d'ailleurs. Hein? Et donc, c'est le comportement, le discours tenu par les politiciens qui conditionnent les gens à se comporter de cette manière. Donc, je disais tout de suite ici que Ramaphosa avait tenu ces discours-là lors de sa campagne. Et donc, les gens nourrissaient cette violence-là depuis son corps. Et puis, un petit déclic, et puis, hop, tout est parti en fumée. Mais le Sud-Africain, j'ai été à plusieurs reprises à Johannesburg. Ce que je connais, ce que je sais de ce peuple, c'est un peuple travailleur, hein, je ne refuse pas. Mais en même temps, il y a beaucoup de grands paresseux parmi eux. Et ils ont laissé tout un pan de l'économie sud-africaine tenu par des étrangers. Non pas uniquement à cause de l'apartheid, là c'est autre chose, mais intrinsèquement, ils ne sont pas très travailleurs. Et donc, c'est les autres ressortissants en Afrique du Sud qui ont tenu beaucoup de commerce là-bas. Alors, ce qui se passe, c'est que à force de se faire employer dans son propre pays, ça active un tout petit peu de convoitise, de haine. C'est leur propre chose qu'on a pris pour fructifier et on veut leur revendre. Je ne sais pas comment m'exprimer. Alors, pour dire que ils ne travaillent pas trop. Ils ne travaillent pas trop dans la majorité de la jeunesse. Ils ne travaillent pas trop. Et donc, ça fait que les étrangers qui sont là se battent beaucoup
pour pouvoir engranger de l'économie un peu de sous. Alors, ça attise la convoitise des Sud-Africains. Et puis, moindre chose, ça a pris feu. C'est vrai que dans le discours que tiennent ces hommes politiques qui rejettent de tout temps les problèmes économiques, les problèmes sociaux sur l'étranger qui est là, mais ce qu'on oublie d'expliquer aux Sud-Africains, c'est que l'étranger n'est par exemple pas venu prendre un emploi qui était le leur. L'étranger a créé, il a créé sa boutique, il a trimé, il a réussi à créer et il emploie des gens. Absolument. Je crois que c'est la raison, hein, c'est l'une des réalités du terrain. Vous n'arrivez pas à créer vous-même d'emplois. Il y a d'autres étrangers qui sont là et le font. Et ils le font peut-être à vos profits parce qu'il y a des gens de vos frères et sœurs qui viennent travailler là. Vous savez, je voudrais remonter un peu à l'origine de cette violence. On peut s'en tenir au discours politique de certains politiques dans cette histoire-là qui aujourd'hui entraîne des conséquences. Mais au-delà de ça, il faut remonter à l'histoire. Vous savez, je crois que au lendemain de Shaka Zulu et autres, le grand conquérant que je respecte toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Anglais peuvent dire des choses contre Shaka Zulu. Je martèle, je considérais qu'il a toujours été un grand conquérant. Il a été un grand conquérant. Maintenant, au-delà de ça, l'apartheid est arrivé. Les gens ont pris tout le territoire. Les Blancs ont pris des terres qu'ils ont exploitées et qu'ils ont continué par exploiter au temps de Botha. Et avec ça, ceux-là à qui appartenaient les terres avaient été laissés pour compte. Ils n'avaient pas de terre pour cultiver. Ils ne savaient même pas ce qu'on appelle cultiver de la terre. Ils avaient été casés quelque part, réduits au silence dans des faubourgs, dans des petites campagnes où ils bossaient. Donc il n'y avait pas cette expérience-là personnelle de produire et de vendre. Même devenir avocat, vous ne pouvez même pas faire la médecine en Afrique du Sud. Donc, avec tout ça, les gens n'ont pas eu cette expérience-là. Maintenant, dans la remonte de l'histoire, on a compris que les gens n'ont pas entrepris pour pouvoir créer des emplois. Donc, tous ces cocktails socio-économiques et culturels mis ensemble ne peut que provoquer une explosion de cette envergure. Parce que, en temps normal, si les gens avaient suivi le même cursus d'indépendance que les autres pays, on n'en serait pas là aujourd'hui. D'accord, on va continuer de parler de l'Afrique du Sud, mais on va observer la première pause. Oh, on peut. On va aller à la pause et on revient.